comprendre, si vous voulez bien, on va faire un retour sur le 13, c'est ça? Le 16. Le 13, c'est bien ça? Le 16. Il va perdu ça. On va donner, je crois, l'information, je pense que c'est surtout de l'accorder. C'est le petit. On n'a pas compris le vote sur le 16. Alors, je vais faire une marche arrière. Donc, M. Moussi, vous souhaitez intervenir là-dessus avant que notre groupe commence. Tout à fait. On peut faire le vote plutôt, et puis comme il y aura une abstention de ma part, je la justifierai. Donc, notre groupe votera oui, à l'exception de ma personne, je m'abstiendrai, et je vais justifier mon abstention et justifier le vote positif du groupe. Ce qui nous ennuie sur ce dossier d'abord, c'est que ce sont les mêmes enfants qui, 2 années d'affilée, voyagent. On pense que là, il y a un problème. Deuxième chose, il y a 1 an, nous avons demandé que des initiatives à l'égard d'autres sports, il y a un problème de micro, je suis désolé, soient contactées, que des initiatives soient prises. Ça n'a pas été fait. Sur la question genrée aussi, nous apprenons que c'est uniquement des garçons. Nous le regrettons. Nous pensons que si des initiatives en amont avaient été prises, il y aurait une parité. Et donc, ça justifie mon abstention. Par contre, mes collègues votent oui, parce que nous avons entendu la réponse du bourgmestre qui s'est engagé à prendre des initiatives pour le futur, pour garantir une plus grande diversité des sports, pour garantir également la présence de jeunes filles dans les futurs voyages. Et donc, pour témoigner de notre confiance, le reste du groupe vote positivement. Je vous remercie. C'est clair et faire. Nous sommes au point 13. 17. Le 2,34. Il y a un retour en arrière pour le 2,34. Le 2,36, parce que l'accord n'était pas documenté à ce moment-là. Je crois que le secrétaire pendant le arrêt vous a donné un certain nombre de documents. Et vous avez l'occasion de lire le petit document. Si j'ai bien compris, c'est une correction d'une décision du collège qui avait. C'est ça. Donc, je suis mis au conseil du 15 janvier. C'est un petit peu de rectifier un montant à la baisse, dans ce cas-ci, à la baisse. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, les documents viennent de m'être soumis. Il s'agit effectivement d'une correction mineure. J'insiste toutefois pour que, dans le futur, l'ensemble des pièces soient transmises en temps et en heure. Merci beaucoup. Ça fait partie des conditions de travail élémentaires des procédures. Je vous remercie pour ce tir. Nous sommes au point suivant. Nous sommes au point concernant. Heureusement que, comme au théâtre, il y a un souffleur dans mon oreille. J'étais resté sur le football, je ne sais pas pourquoi. Voilà, c'est parce qu'on a évidemment un conseiller qui a fait le tour de tous les autres sports. Nous sommes maintenant sans transition à la culture avec le musée Charlier, convention de partenariat avec Fémigra ASBL dans le cadre de l'organisation du cours Tai Chi. Et peut-être que je vais laisser le soin à Mme Léchy, puisque c'est elle qui a cette initiative qui porte sur le site pour le temps qu'un micro voyage jusqu'à elle. Allez, Mme Léchy. C'est à vous. Alors voilà, cette nouvelle activité visée a pour but vraiment de faire en sorte que des lieux culturels soient des lieux à usage boutique, de vraiment attirer un public très éloigné des musées. Ici, en l'occurrence, c'est une ASBL féminine, c'est une ASBL de femmes, et qui a pour but et pour objet social de vraiment intégrer les femmes dans la société et de leur faire découvrir de nouvelles choses. Ici, en l'occurrence, ce sont des cours de Tai Chi. Donc, on a déjà des modèles à l'étranger, le Centre Pompidou, on a le Brooklyn Museum qui font ça. On a aussi des musées royaux des Beaux-Arts de Belgique qui font cette pratique et qui font la pratique du yoga depuis plus de 5 ans maintenant.
Et donc, je pense qu'il faut pouvoir ouvrir ces lieux à des gens qui n'ont jamais l'occasion et qui ne connaissent même pas ces lieux. Moi, j'ai eu la chance de découvrir le musée via l'école. Il y a énormément de gens qui n'ont jamais mis les pieds dans un musée. Et si c'est à travers le sport et d'autres activités, je pense qu'il est très important de le faire. Je voulais également souligner le fait qu'à la piscine, les œuvres d'art sont présentes. Et donc, il y a de la culture dans les salles de sport et dans les lieux de sport. Et donc, il est important aussi qu'il y ait une réciprocité et qu'on apporte le sport dans la culture. Voilà. Merci pour ce plaidoyer. Pas de remarques là-dessus. Eh bien, c'est bien. On vit sportivement et poétiquement, les deux ensemble dans un même lieu. Allez, on poursuit avec le 18. La reprographie, je sais qui ce soir. Un problème, c'est un classique. Et en plus de ça, on va les désigner par référendum. Nous arrivons ainsi gentiment pour cette question. Vous avez référendum, monsieur Enquête, vous avez déjà mis compte. Le Florisio, allez-y. Alors, pour mon interpellation, mon interpellation porte sur un article de presse qui est paru dans le et qui nous annonce que Bruxelles Mobilité a un système caméra avec reconnaissance. L'installation dans Bruxelles Mobilité d'un système de caméra avec reconnaissance de plaques numérologiques pour chaussée du vin, qui a comme but de sanctionner les chauffeurs qui ne respectent pas l'interdiction de dérouler en journée, mais bien sûr pour rendre ce système opérationnel. Soit d'accord. Donc la commune inscrive la sanction des chauffeurs dans le règlement de sanctions administratives communes. Sinon, on peut pas. Donc mes questions sont très simples. Est-ce que la commune a été contactée par Bruxelles Mobilité? Est-ce qu'il y a un accord entre commune et région à ce sujet? Est-ce que la commune est d'accord de rendre ce système opérationnel plutôt? Est-ce que la commune est en mesure de gérer ces sanctions administratives? Et il y a aussi un autre problème, je sais Louvain, mis à part l'interdiction de rouler en journée, c'est aussi l'interdiction de s'y garer. Donc pour là, il faut d'autres solutions. Est-ce qu'il y a un dialogue entre Bruxelles Mobilité et la commune à ce sujet? Je vous remercie. Monsieur le Président, merci beaucoup, Monsieur le Conseiller. Donc, il y a une étape importante qui a été franchie, vous l'avez rappelé, c'est celui de l'installation d'une caméra à reconnaissance de plaques, qui est aujourd'hui sur la chaussée de Louvain. Ceci étant, il ne suffit pas de l'installer pour que tout cela fonctionne. Donc, à ce stade, des contacts ont eu lieu entre les fonctionnaires SAC avec l'agence de stationnement, la zone de police, Bruxelles Mobilité et Bruxelles Fiscalité. Ensuite, il est chez aux différentes administrations concernées, ce que je viens de citer, de discuter sur les modalités pratiques pour la mise en place des amendes ou autres. Alors, il faut aussi savoir que la commune devra approuver un règlement communal AMPR à cet effet, un peu comme le Pixel, qui réglemente l'utilisation des images et organise des dérogations. On va aussi y travailler. De manière pratique, dès que la convention multipartite sera signée, parce qu'un véhicule accède à la zone, les visionneurs de l'agence de stationnement vérifient s'ils ne disposent pas d'une dérogation régionale, des pompiers, une taxi de la propreté ou communale, chaque fois communal, d'autorisation. Alors, les informations sont envoyées aux fonctionnaires sanctionnateurs qui décident du nom d'établir un constat suivant évidemment les griefs. Après être passé au collège par l'eau, les constats établis sont adressés au contrevenant. Alors, sur le plan financier, évidemment, il y a un accord. On sait que 15% des montants sur les montants sont rétrocédés à l'agence, et puis aussi une partie supplémentaire des frais d'exploitation qui sont aussi prises par l'agence. Alors, sans attendre l'installation de ces caméras, il faut savoir que nous travaillons avec la zone de police, on avait eu l'occasion d'en parler déjà en 2019. Il y a déjà des centaines et des centaines de PV, on parle de 2000 PV qui ont été dressés, et 1500 et 1500 PV sont des infractions au sens interdit, accès interdit,
ont été dressées en 2019 relatives aux tronçons de la chaussée de Louvain. Donc, pour faire taire ceux qui disent que la police n'agit pas, elle agit très régulièrement. Alors, le constat est sans appel. L'approche actuelle montre ses limites et prouve que la police ne peut pas maîtriser cette problématique seule, mais qu'elle a besoin aussi qu'il y ait d'autres mesures qui soient prises et qui soient mises en œuvre parallèlement. La police juge d'ailleurs nécessaire et important de réfléchir à des adaptations situationnelles qui permettent d'atteindre des objectifs, de répondre aux attentes des citoyens ainsi que des autorités communales. Je vous l'avais dit, c'était au mois de juin dernier, de l'année 2019, lorsque vous m'aviez déjà interpellé, les panneaux de signalisation situés au début de la chaussée de Louvain au niveau de la place Nabout ne sont pas facilement compréhensibles. D'ailleurs, ça a été répété hier lors d'une rencontre citoyenne. Il y avait des habitants qui venaient avec ça, et aussi des collègues, lors d'un collège, qui sont venus avec ça. Les automobilistes ne voient pas, ou trop tard, que l'accès n'est pas autorisé qu'après les 19 h. Le grand nombre de panneaux présents complexifie inutilement la compréhension de ce qui peut être fait ou non. Et tout cela prête à confusion. Les automobilistes n'ont qu'une seconde, en gros, parce que c'est une descente en plus pour bien saisir la signification des panneaux. Et souvent, il est trop tard, car ils sont déjà engagés dans la chaussée en complète infraction. C'est pas rien ce que je dis là, c'est réel. Alors, pour répondre à cette problématique, Bruxelles Mobilité a commandé un totem. Monsieur le Président, Bruxelles Mobilité a commandé un totem pour renforcer la signalisation à l'entrée de la chaussée de Louvain. Je peux le montrer? C'est en tout petit, mais voilà, c'est le totem. Non. Voilà, c'est comme un feu, mais l'avant, c'est comme un feu de signalisation. L'avantage, c'est qu'il est très visible et il y a des couleurs. Donc, quand c'est rouge, ça veut dire que tu peux passer. Quand c'est vert, tu peux passer. Alors, nous verrons comment les automobilistes agiront et réagiront avec ce nouvel appareil. Et alors, évidemment, je vais rencontrer la ministre Elke van den Brand pour parler de bien des sujets avec elle, et aussi ce sujet-là. Et on va revenir évidemment sur l'absence de séparation claire entre le trottoir et la chaussée de Louvain, comme vous l'avez aussi soulevé, M. Hawkins, à plusieurs reprises. La police qui intervient sur ce tronçon informe qu'il y a un réel problème lié aux infrastructures en place, car lors des verbalisations, il y a vraiment une totale incompréhension de la part du public en raison du contexte. Les infrastructures, et plus particulièrement la délimitation entre les trottoirs et la chaussée, n'est pas suffisamment clairement définie. En effet, la couleur des matériaux et les matériaux utilisés restent quasi identiques en fait, et créent le trouble tant chez les automobilistes que les piétons. Car il n'est pas rare de voir que des piétons déambulent en plein milieu de la chaussée de Louvain et non sur les trottoirs. Et certains d'ailleurs le font parce qu'il y a des voitures qui sont parquées à cet endroit aussi. Alors la commune avait déjà anticipé ces problématiques et nous avions tenté, vous vous rappelez de cela, on a eu cette discussion, on avait essayé de plaider pour qu'il y ait une délimitation plus claire entre le trottoir et la chaussée, notamment avec un trottoir surélevé. Moi, je pense que dans une descente, je pense que c'est mieux d'avoir un trottoir surélevé. Je pense que même les potelets ne sont pas toujours suffisants. C'est cette discussion que nous allons avoir avec la région. Ce trottoir surélevé aurait également mieux protégé les piétons, des véhicules et des bus qui circulent sur ce tronçon. Alors, nous espérons évidemment qu'avec la ministre, elle sera sensible à nos arguments, qu'elle placera des potelets, peut-être lors d'une prochaine rénovation. Il y aura des trottoirs qui seront surélevés. Et donc, je vous ai montré le totem. Et donc, voilà, les choses sont prises sérieusement à travers la commune. Nous travaillerons évidemment à la rédaction d'un règlement. Nous travaillerons main dans la main avec les acteurs publics de la région. Nous essayerons évidemment de déboucher autour de cette année sur une convention. Et à côté de ça, en matière de sécurisation, tout ce qui est contrôle, verbalisation, c'est quelque chose. Mais en matière de sécurisation, nous espérons aussi que l'année 2020 soit prolifique pour atterrir avec la région. J'espère en effet qu'on va aboutir à une solution durable. Excusez-moi. Donc j'espère qu'on va aboutir à une solution durable. Une question subsidiaire, donc c'est l'agent sanctionnateur, je crois, toujours le secrétaire communal, qui va devoir gérer toutes ces amendes. Et quand je vois les chiffres de la chaussée d'Ixelles,
il y a une situation plus ou moins semblable. Je crois qu'il y avait 74 000 infractions en quelques mois, c'est un chiffre assez mirobolant. Est-ce qu'on va pouvoir gérer un flux tellement important? Est-ce qu'on est prêt à gérer ça? Voilà, vous avez planté le décor, si je puis dire, avec les chiffres. Et donc, on sera conséquent au niveau de la commune. On sera évidemment conséquent au niveau de la commune, et donc ce service d'agents constatateurs devra être, je dirais, renforcé. Donc, ceux qui travaillent au niveau des services seront renforcés. Et l'informatisation du service. Donc, quand on avait évoqué, vous avez passé mon collègue pour quelques éléments du sujet. Oui, comme le bourgmestre l'a souligné, vous avez vu qu'un des partenaires, c'était Bruxelles Fiscalité. Donc, c'est Bruxelles Fiscalité qui met à disposition donc, les outils informatiques de gestion. Donc, c'est cet outil-là qui va permettre de gérer l'ensemble donc, des redevances. Et donc, on travaille par lot, évidemment. C'est des lots de centaines de redevances qui sont traitées en une seule fois au collège et qui sont envoyées vers un opérateur privé qui lui envoie le contrôle directement. Donc, voilà. Merci pour cette réponse très complète, Monsieur Le Vert, sur la densification. C'est à vous. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Bourgmestre, Mesdames et Messieurs les échelons, Mesdames et Messieurs les conseillers communaux, il y a une expression dans la langue de Vondel, salut les filles des affaires flamandes pour une fois, que l'on entend souvent, et parfois à tort et à travers, dans le monde de la gestion d'organisation et de l'entreprise. Meten is weten. Mesurer, c'est savoir. En ce qui concerne la politique communale tonnaudoise, la lecture des statistiques bruxelloises peut être utile pour définir les priorités de l'action publique et leur adéquation avec les grands objectifs que ce Conseil a fixés, notamment en matière écologique, en ces temps de crise et d'urgence reconnus. L'une de ces statistiques concerne le taux d'occupation du sol. En d'autres termes, le pourcentage du sol de notre commune recouvert de constructions qui, non seulement l'imperméabilisent aux eaux de pluie, mais en outre en font disparaître une large gamme d'espèces végétales et animales. Autre problème posé par cette situation, la gestion des eaux de pluie ne pouvant plus pénétrer dans les sols, celles-ci ruissellent en surface ou viennent surcharger les égouts et autres collecteurs dont on connaît par ailleurs l'état parfois défaillant. La chaussée de Louvain nous en rappelle le souvenir. Par ailleurs, l'assèchement des eaux souterraines naturelles ou la perturbation de leur trajet par des travaux de fondation plus profonds peut aussi entraîner des mouvements de sol, comme nous l'avions rappelé récemment, à l'occasion de la demande d'avis sur des projets de tours rue de la Loi. On sait aussi que les jardins sont transformés en cours, voire bâtis, ce qui impacte le taux d'imperméabilisation du sol et le taux d'occupation, lequel est, dans notre commune, d'après les statistiques régionales les plus récentes, de plus de 60%. Heureusement, nous avons un jardin botanique pour un peu nous offrir du vert. Et ne cesse d'augmenter, se doublant en outre d'une montée en hauteur d'un certain nombre de bâtiments. C'est ainsi que l'on constate l'apparition de près de 500 nouveaux logements en 5 ans pour la période 2013-2018, les chiffres les plus récents qui soient à disposition du public, pour partie liés à ces phénomènes. Si l'accroissement démographique de la région bruxelloise nécessite évidemment une augmentation du nombre de logements, il faut aussi que cette évolution se fasse d'une manière maîtrisée et sans transformer certaines communes en un nouveau Hong Kong aux logements exigus et entassés les uns sur les autres. En fait, c'est choisir pour la décence des conditions de vie de la même manière que la lutte animale s'est focalisée pour cesser l'élevage en batterie au profit de l'élevage de plein air. Pour les humains, aussi, il est important d'avoir de l'espace. Or, la taille moyenne des logements à Saint-Josse est déjà en baisse du fait des autorisations de subdivision de biens, y compris dans le cadre de projets communaux, comme déjà évoqué lors de précédents conseils. Alors qu'elle est une des plus basses de la région bruxelloise. Les chiffres, un peu plus anciens ici, puisque datant de 2001, évoquent une superficie moyenne de 63 mètres carrés par habitation, alors que la moyenne régionale était de 74 mètres carrés. Et depuis lors, on a subdivisé, on a encore réduit les logements. Nos concitoyens, aujourd'hui, vivent dans des espaces toujours plus étriqués, plus réduits, je n'oserais dire des clapiers, mais vous comprenez l'image. Cet accroissement de la densité n'est pas sans conséquence sur le vivre ensemble, et ce à de nombreux niveaux. On connaît tous la problématique du parking, bien sûr, puisque un immeuble est plus haut, plus de voitures pour les habitants, mais la même superficie de rue. Il y a aussi des problèmes de vivre ensemble, des conflits de voisinage, le bruit dans les immeubles qui perturbe le sommeil, qui perturbe les conditions de vie au quotidien. Des problèmes de propreté publique, avec toujours plus de poubelles sorties sur les trottoirs ou de déchets clandestins.
voire même des problèmes de santé mentale, comme en attestent les différentes études. À l'heure où la Flandre s'est dotée d'une législation stop béton et où la Wallonie s'apprête à faire de même en vue de préserver ses terres de l'appétit des promoteurs, Saint-Josse ne devrait-elle pas se doter d'un règlement similaire qui interdirait d'augmenter les surfaces bâties? De même, ne faut-il pas stopper la construction de nouveaux logements et ne plus autoriser que la destruction-reconstruction à volume constant ou la rénovation lourde du bâti existant? Ne devrions-nous pas inscrire cela dans nos règlements, dans le cadre notamment de notre plan de lutte en faveur de l'environnement? En vous remerciant. Pardon, excusez-moi, c'est le chef de groupe qui va intervenir sur ce point. Monsieur, on fait mal avec le micro. Je sais que vous avez une voix de chanteur, mais avec le micro, ça sera. J'ai bien, il arrive. Prenez celui-ci au hasard, s'il n'est pas assez long. Alors celui-là, voilà, qui va voyager. Et voilà. Voilà. Merci. On croit les faits quand même. Le groupe écolo ne veut plus construire de nouveaux logements sur notre territoire communal. Il faut savoir lire. Hein. Oui, on sait lire, on en a bien écouté, c'est bien pour ça qu'on le précise, évidemment. Je suis consterné en tant que président du CPS que vous ne souscriviez pas à la construction de logements alors qu'il nous faut aujourd'hui plus de 12 ans. Oui, mais j'ai parfaitement bien lu. Je peux vous reprendre le passage si vous le souhaitez. Hein. Si vous avez des difficultés quant à lire le contenu de vos interventions, je peux vous les définir, il n'y a pas de problème. Et donc, au moment où il faut 12 ans pour accéder au logement social, ou que les bailleurs de logements privés s'octroient des loyers indécents, en tout cas, nous ne voulons pas de restrictions quant à une politique de nouveau logement pour répondre aux besoins de nos familles, aux difficultés et à nos habitants. Vous avez d'ailleurs ainsi à l'encontre de la déclaration du gouvernement régional. Pour ma part, je reçois tous les jours des appels de personnes qui risquent de se retrouver à la rue. Et donc, pour nous, il est évidemment indécent que de ne pas entrer dans une politique volontariste en matière de logement. Merci. Merci, M. Barry White. M. Bellens. C'est moi qui suis excusez-moi, j'ai loupé l'épisode. Si je peux arriver après Barry White, allez-y, je sens que voilà, j'ai cru comprendre qu'on interpellait l'exécutif, donc je vais répondre au nom de l'exécutif et je remercie mes collègues du logement, de l'urbanisme pour leur contribution. Tout d'abord, je voudrais quand même dire que Saint-Josse a connu une population qui était beaucoup plus nombreuse que celle d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que les logements sont aujourd'hui divisés plus qu'avant, mais il y a 100 ans, c'était des familles bourgeoises qui vivaient dans ces maisons, et il y avait à chaque fois énormément de personnes qui travaillaient pour ces familles bourgeoises. Et donc, la population était supérieure il y a 100 ans à Saint-Josse qu'aujourd'hui. Donc, donner l'impression que Saint-Josse n'était pas densément peuplée au passé, elle était beaucoup plus densément peuplée il y a 100 ans qu'aujourd'hui. C'est important de le dire, parce que très souvent, on prend la maison unifamiliale en disant, vous voyez, c'était une maison maître, il n'y avait qu'une seule famille qui vivait, une famille avec beaucoup d'enfants, parce que les familles bourgeoises avaient beaucoup d'enfants à l'époque, mais surtout beaucoup de serviteurs qui vivaient. C'est pour ça qu'on avait dans les chambres de bonne, à chaque fois que vous montiez un escalier, ce n'était pas une cuisine, hein. Certains l'ont transformé parfois en chambre en cuisine, c'était la chambre de la bonne. Et il y en avait des serviteurs qui travaillaient dans ces maisons. Donc, il ne faut pas dire que c'était moins peuplé avant, c'était même beaucoup plus peuplé. 2, c'est notre réalité. C'est notre réalité quand je regarde évidemment l'Institut bruxellois des statistiques, on voit bien que la commune présente une densité de population qui est très élevée. Vous savez, dans le passé, quand j'étais secrétaire d'État chargé de l'urbanisme, j'avais organisé une grande exposition qui comparait les villes d'Europe, notamment Paris, Rotterdam avec Bruxelles. On s'était rendu compte que Paris était beaucoup plus densément peuplé que Bruxelles, que Rotterdam était beaucoup plus densément peuplé que Bruxelles. Donc,
Il y a d'autres villes où c'est plus densément peuplé. C'est vrai que Saint-Josse est densément peuplé, comme une partie de Scarlet qui est densément peuplée, comme une partie de la ville qui est densément peuplée, comme une partie d'Ixelles qui est densément peuplée, là où finalement, je dirais, les communes ont été actives. Alors nous le devons aussi évidemment à notre ancien bourgmestre Guy Cudel, qui a souhaité à un moment donné pouvoir répondre à des besoins. C'est vrai qu'il a permis l'érection des tours, mais qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à un équilibre budgétaire. Sans les tours des bureaux, sans les tours de logement, d'hôtels, est-ce qu'on aurait ces recettes fiscales? Non, hein. C'est grâce aussi à ces bureaux qu'à un moment donné, on est capable de mener des politiques sociales. Et puis, ça a été aussi, déjà dans les années 70, l'érection de tours de logements sociaux dans le quartier nord, dans le quartier central de Saint-Josse, à plusieurs endroits, grâce à l'augmentation à la verticalité, nous avons pu trouver des solutions. Nous pensons que la commune doit jouer un rôle majeur dans une véritable politique de mise à disposition de logements de qualité. Et au travers des outils dont elle dispose, la commune est un véritable moteur du développement local du logement. Elle doit montrer l'exemple. On parlait tout à l'heure de l'immeuble Mirabat. La commune, c'est elle qui est dans la proximité, qui peut jouer un rôle, qui le ferait si la commune ne le fait pas. Et donc, nous devons impulser en matière de rénovation, en matière de construction de logements, et c'est ainsi que nous allons mieux protéger les citoyens les plus vulnérables. C'est vrai, je ne sais pas si vous avez une autre lecture, monsieur le maire, mais j'ai lu avec attention votre question. Votre question, elle me paraît assez claire, et je vais la lire. Hein. Vous me demandez s'il ne faut pas stopper la construction de nouveaux logements. Et vous nous suggérez qu'il ne faut autoriser que la destruction, la reconstruction à volume constant et la rénovation lourde. Monsieur Luc Frémal a dit la même chose. Donc ce que vous visez, c'est de ne plus créer de nouveaux logements. C'est clair? Si. Je peux relire dans tous les sens. Ne faut-il pas stopper la construction de nouveaux logements? Je vais vous laisser réagir. J'espère que ce que vous dites ne correspond pas à cela. Ne faut-il pas stopper la construction de nouveaux logements? Je sais encore comprendre ce que ça veut dire. Ne faut-il pas autoriser que la destruction et la reconstruction à volume constant? Enfin, c'est clair, hein? Vous voulez figer. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de nouveaux logements. Je ne parle pas de logement public, je ne parle pas de logement privé. Mais votre politique que vous essayez d'insuffler, je ne sais pas si vous le dites au nom de l'ensemble du groupe écolo, mais en tout cas, c'est un tournant que vous voulez prendre. Parce que la région de Bruxelles-Capitale a inscrit 15 000 logements. 15 000 logements nouveaux, supplémentaires. Pas en disant, vous allez rester à volume constant. Jamais dans la COP du gouvernement, vous n'avez eu ça. Et quand vous prenez les exemples de la Wallonie et de la Flandre, la Wallonie va construire 10 000 nouveaux logements, monsieur le maire. Enfin, si vous êtes au courant, la Wallonie va construire 10 000 nouveaux logements. Et il faut être précis dans ce que l'on dit, parce que j'ai lu avec attention votre interpellation. La Wallonie ne veut plus la dilatation des villes. Elle a fait un choix. Elle va monter dans la verticalité comme Saint-Josse. C'est la même chose. C'est comme en Flandre. Ils ne veulent pas aller dans les verts pâturages, dans les espaces verts, mais ils vont aussi construire du logement. Et donc, nous nous inscrivions évidemment dans une politique où nous voulons répondre aux défis de la croissance démographique et du vieillissement du bâti. Le collège s'est engagé dans la déclaration de politique générale à augmenter le nombre de logements de qualité et adaptés disponibles sur le territoire communal. À cet égard, le collège accompagnera, dans le cadre de sa politique d'urbanisme et rénovation d'envergure. Avec notre échelle du logement, la volonté que nous avons, c'est d'augmenter notre parc de logement public de 10% à l'horizon 2025. Le collège continuera la mise en œuvre d'un plan d'acquisition de nouveaux biens, notamment dans le quartier nord, mais pas simplement dans le quartier nord. Une fois que nous aurons acquis un nombre suffisant de biens, nous construirons des logements de qualité en hauteur. Oui, nous souhaitons construire en hauteur. Je voudrais vous renvoyer à la déclaration du gouvernement bruxellois qui indique que la stratégie de densification intégrera également une vision concernant les immeubles de grande hauteur. C'est la région. Hein. La région nous incite aussi à aller dans cette direction, en étant vigilant évidemment à ce que ces immeubles s'intègrent le plus qualitativement possible dans leur environnement. Là, on est d'accord, bien entendu. Alors, comme indique
On l'indique dans un article de Traite Tendance du 6 février 2020. La donne est claire. Elle ne fait d'ailleurs plus vraiment débat. Pour répondre à la hausse démographique attendue dans les prochaines années, il va falloir accroître le parc immobilier bruxellois, en mettant notamment l'accent sur des logements plus abordables et plus compacts, et en proposant surtout une répartition plus homogène de la densification dans les 19 communes bruxelloises. Pascal Smet, que je vais citer, qui est quand même le ministre chargé de l'urbanisme, disait encore récemment qu'il faut construire des tours à Bruxelles, à condition que le bâtiment soit bien intégré dans le quartier et qu'il y ait un nouvel espace public où les habitants pourront vivre. Cette discussion actuelle avait déjà fait l'objet d'une exposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 10 ans. On avait vu que dans d'autres villes, on était déjà dans la verticalité, dans une volonté de monter dans la verticalité. Donc voilà, pour la commune de Saint-Josse, au nom de la majorité, je réaffirme notre volonté de construire du logement et de travailler pleinement en articulation avec la région. Merci, M. Lebert. Monsieur Lucien. Je vous remercie, M. Frémal, M. le bourgmestre, pour vos réponses. Je crois que vous avez rappelé beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de ma demande. Vous avez rappelé que notre commune est déjà extrêmement peuplée, densément peuplée, tout comme un certain nombre de quartiers qui forment ce qu'on appelle parfois le croissant pauvre de Bruxelles. On peut parler notamment zone derrière le canal à Molenbeek, on peut parler d'une partie de Schaerbeek, des endroits où justement le logement est beaucoup plus petit que les moyennes d'autres zones de la région bruxelloise. Vous avez également rappelé que à Saint-Josse, il y a du travail à faire, notamment de rénovation. On a vu tout à l'heure un bâtiment, propriété communale, resté 9 ans, sans occupants, pour lesquels il ne faut pas construire du nouveau logement, il faut s'assurer que le logement existant soit mis à disposition des habitants. Et on a d'autres exemples dans le parc communal. Vous avez également, Monsieur le bourgmestre, rappelé des évolutions historiques, et ça fait toujours plaisir à l'historien de formation que je suis, de rappeler que les choses ont changé. Et parmi les choses qui ont changé, on a construit effectivement de manière parfois très dense à Saint-Josse des immeubles comme celui dans lequel vous nous avez fait acheter un appartement tout à l'heure, dont les logements sont d'une superficie d'une 30aine de mètres carrés. Ce sont des petits studios. Mon interpellation et le point que je souhaitais mettre sur la table aujourd'hui et soumettre à vos délibérés, ce que je voulais mettre ici, c'était justement demander que l'on fasse du logement de qualité, que l'on ne mette pas les gens dans des clapiers, des petits éléments, des petits appartements. Je veux que les gens aient une surface digne pour pouvoir vivre. Et 30 mètres carrés, pour autre chose qu'un étudiant qui a encore l'opportunité de trouver un autre logement ailleurs le week-end, eh bien, c'est extrêmement petit. C'est presque indigne pour une vie aujourd'hui à Bruxelles. Nous avons le moyen de faire mieux en utilisant mieux les superficies qui sont déjà bétonnées. Car, outre l'aspect dignité humaine que je viens d'évoquer, il y a un aspect écologique, un aspect de gestion du territoire dans son intégration avec le milieu environnemental, pas seulement le milieu humain. Et donc, c'est pour ces raisons-là que j'ai fait les propositions qu'aujourd'hui, je l'entends, vous ne souhaitez pas suivre et que la majorité ne souhaite pas suivre. Je pense que nous avons là un différent, effectivement, de perspective et de perception de la réalité et du cap que nous devons suivre pour permettre à notre commune de répondre aux défis du changement climatique et du changement de l'environnement dans lequel nous vivons. Vivre dans 30 mètres carrés quand on aura la canicule, ce sera nettement moins agréable aussi. Excusez-moi, monsieur Thomas. Je pense que mon collègue a voulu lancer un vrai débat. Et je constate qu'en fait, ce qui était dit par la majorité il y a 10 ans, 5 ans, même encore, non 10 ans, une dizaine d'années, quand le bourgmestre de Manet disait qu'il ne fallait pas densifier, la plupart des échevins qui étaient ici, des conseillers communaux, d'autres membres socialistes, personne ne l'avait jamais contesté. Et l'idée du bourgmestre, c'était quoi de l'époque? C'était ne pas densifier. C'était ne pas densifier, mais améliorer la qualité des logements existants et augmenter les logements publics. Moi, j'ai le souvenir qu'ici, le groupe des conseillers communaux écolos, à plusieurs reprises,
se sont opposés à la vente de logements publics que vous vouliez remettre dans le privé. Et donc, on n'a pas de souci à augmenter le parc public. On n'a pas de souci à augmenter le nombre de logements à Bruxelles. Mais je vais vous donner juste un indicateur. J'ai ici devant moi les 10 quartiers les plus densément peuplés de Bruxelles. Vous avez Saint-Josse-Centre, vous avez la Chaussée d'Apt, vous avez le quartier Brabant qui comprend une partie de Saint-Josse. Nous avons 3 des quartiers les plus denses. Alors que nous ayons une réflexion sur l'augmentation de logements publics et une attention particulière à ne pas densifier trop là où ce n'est pas nécessaire, et je peux le dire qu'à Saint-Josse, il n'y a pas de match de cartes où ce n'est pas nécessaire, ce débat est nécessaire. Et donc, faire comme le chef de groupe socialiste, faire croire que nous sommes contre plus de logements publics, ce n'est pas ce que nous avons dit. Nous avons dit que les logements publics, les logements sociaux, ils doivent être sociaux par le prix, pas par la qualité. Et donc, je pense qu'il y a un débat qui est mis sur la table, n'en faites pas une espèce de polémique. Je trouve ça regrettable, monsieur le bourgmestre. Merci, monsieur. J'essaye de résumer le point de vue des deux. Donc, vous parlez de logement public. En fait, votre collègue reste sur son cas. Plus, ce qu'il dit très clairement, c'est qu'il ne faut pas construire de nouveaux logements. Monsieur Frémal a simplement répété, écoutez, j'ai encore entendu une deuxième fois monsieur le maire qui a rappelé les propositions. Je vais les rappeler encore une fois si vous le voulez. Stopper la construction de nouveaux logements. Enfin, c'est écrit en français, tout le monde sait comprendre. 2, sa proposition, c'est quoi? C'est d'autoriser que la destruction, reconstruction à volume constant. Écoutez, il faut arrêter à un moment donné de dire le tout et son contraire. Vous, ce que vous avez apporté comme nuance, c'est peut-être à volume constant d'augmenter le volume de logements publics. Peut-être, je ne sais pas. Je vous laisse responsable. Sur le débat, je trouve que vous avez raison. On peut avoir un débat. Parce qu'on doit vivre dans des quartiers qui sont agréables, avec des espaces verts, avec des équipements. J'ai simplement voulu apporter une perspective historique. Saint-Josse, c'était plus de 60 000 habitants. Il y avait beaucoup plus d'habitants dans le passé qu'aujourd'hui. Et donc, donnez l'impression que Saint-Josse s'est densifié par la division des logements. Je vous ferai parvenir ça, madame. Donnez l'impression que Saint-Josse s'est densifié par la division des logements. C'est un leurre. Je m'inscris en faux par rapport à ça. Pourquoi? Parce que nous avons été habités dans ces maisons de maître. Mais dans ces maisons de maître, il y avait des tas de chambres un peu partout. Ces chambres étaient occupées par des bonnes, par des serviteurs. Et parce que maintenant, au lieu d'avoir une grande famille bourgeoise avec des serviteurs et des bonnes, il y a 2 familles qui vivent. Écoutez-moi, moi, j'ai aucun problème. Et quand je vois les politiques qu'on essaie aussi de mener, on nous demande aujourd'hui d'accepter comment on appelle ça, du Airbnb. Écoutez, Airbnb, on est contre. Je dis simplement que la densification dont vous parlez, elle est pour nos habitants. Hein. Nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire? Et j'espère que vous nous rejoignez là-dessus. C'est de construire quand même des logements de qualité pour nos habitants. C'est tout, hein. Et donc, quand on rachète ces maisons, quand on veut monter en hauteur, c'est pourquoi? Mais c'est pour offrir quand même des logements à des gens qui attendent depuis des années. 12 ans, parlait le président de CPS. 12 ans d'attente. Et c'est vrai qu'on se sent parfois dans l'urgence et on essaie de trouver des solutions. Sinon, sur le débat, je pense que le débat, il peut y avoir. Moi, j'entends bien que du côté du groupe écolo, on veut rester à volume constant. C'est le choix de chacun, mais je m'en étonne. Parce qu'au niveau du gouvernement régional, les 15 000 logements, je pensais qu'ils étaient portés aussi par le groupe écolo. Mais si vous me dites que c'est bon pour la région, mais moins bon pour Saint-Josse, je vous laisse évidemment responsable de vos positionnements, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le maire. Nous passons maintenant sur votre question d'actualité. Vous en avez plusieurs, je pense, ça, Monsieur le maire. Vous en avez 4. C'est bien ça? C'est bien ça, Monsieur le Président. Et vous aviez, je pense, une formulation adaptée à chacun. Effectivement, le premier, c'est Carrefour Liné Plante. Le chantier prend-il racine? Parce que les habitants m'interpellent quant au fait que le chantier qui a été entamé là, il y a déjà quelques mois, est aujourd'hui déserté de toute activité. Et pourtant, le Carrefour reste bloqué. Par ailleurs, il est encore indiqué sur les panneaux
marquant la durée provisionnelle du chantier, que celui-ci devait s'achever en décembre. Et aujourd'hui, les habitants ils se demandent quand est-ce qu'on va récupérer notre voirie, parce qu'aujourd'hui, ça pose différents problèmes aux habitants du quartier. Donc voilà, la question, quand est-ce que ce chantier sera fini, clôturé? Alors, effectivement, je n'ai pas les informations pour vous répondre. Je vais me renseigner sur le calendrier des travaux que vous faites par Le passage piéton Saint-Lazare. Tout à fait. On sait que malheureusement, les zèbres, comme beaucoup de grandes espèces, disparaissent. Place Saint-Lazare, ce sont les zébrapades, ce qui en bon flamand signifie les passages pour piétons. C'est ici évidemment une situation qui est difficile puisqu'on est sur un terrain qui va être prochainement complètement rénové, mais en attendant, il faut garantir la sécurité des piétons, surtout avec une situation de circulation difficile. Il y a beaucoup de passages, il y a les piétons, les véhicules liés au chantier qui manœuvrent. Les piétons sont dans une situation d'insécurisation au quotidien. Et là encore, plusieurs habitants m'ont demandé est-ce qu'on ne pourrait pas simplement venir avec un pinceau rappeler aux automobilistes qu'il existe des passages piétons sans faire de grands frais, mais simplement pour assurer la sécurité de base dans cette situation intérimaire. Merci. Alors, par contre, nous avions une réunion sur le comité d'accompagnement du marché. C'est une question de travaux de Baracheco, Victor Regina, Saint-Lazare a été évoquée. L'intervention va arriver pour, je dirais, les prochains mois, d'ici juin. Normalement, les interventions sont des projets qui arrivent avant. On va demander d'ici là, évidemment, de passer avec le zébrage, c'est ça? Je vous remercie pour la sécurité. Alors, je reste dans les routes et je partais ici du carrefour voisin, Poplin, passage Roger-Bertulot, donc l'arrière de la tour Belfius et du Covent Garden. Ce point, normalement, de mémoire, ne figure pas dans le périmètre du chantier CRU. Or, ce point a aujourd'hui une situation de dégradation de la voirie qui est assez grave. Je me déplace usuellement à pied, j'ai pris un taxi l'autre jour, je vous avoue que j'ai fait du tape-cul, si vous me pardonnez l'expression, parce qu'il y a des ornières de plus de 5 cm de profondeur et d'un diamètre conséquent. Il y avait eu des pansements de voirie qui avaient été appliqués il y a de cela déjà 3-4 ans au moins, mais aujourd'hui, ces pansements ont disparu. Et évidemment, avec le charroi particulièrement lourd qui peut circuler pour l'instant, la situation ne fait que s'aggraver, avec des risques de dégâts pour les véhicules, voire même d'accidents. Parce que l'on sait que c'est un endroit où malheureusement certains chauffeurs se prennent pour Fangio. On a vu un certain nombre d'accidents. On voit que le poteau d'ailleurs qui fait l'angle au niveau du Belfius est renversé depuis d'ailleurs quelques années, suite à un de ces accidents à très grande vitesse. Il s'agit quand même d'un potelet de béton de 30 à 40 cm de diamètre qui a été renversé par cet accident. Donc, la question ici, c'est est-ce que la commune ne pourrait pas aussi au moins remettre un pansement temporaire en attendant que le plan de rénovation des voiries qui a été annoncé ne prenne le problème à bras-le-corps de manière plus pérenne? Oui, c'est vrai que c'est un problème comparé évidemment à ce qui se passe de l'autre côté. On a l'impression que tout se passe bien là-bas, mais c'est un réel problème. Et on pourrait ajouter par rapport au désagrément de cette voirie l'absence de trottoir dans la prolongation de cette voirie. Puisque quand vous êtes à l'arrière de Belfius, il n'y a rien, il n'y a pas de trottoir, c'est un passage horrible. Je ne sais pas comment est-ce qu'un jour on a pu accepter de faire ça, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc, je pense que non seulement il faut d'un côté apporter des dépensements, je vais le soumettre à l'administration, mais ce qu'il faut, c'est aussi un aménagement global. Je pense qu'il faut réaménager cette voirie avec des trottoirs, des bordures qui font que quand on est piéton, on est protégé parce que les voitures ont beaucoup trop vite. Il y a un réel problème dans la manière dont ça a été aménagé. Donc, je pense qu'il faudra à un moment donné engager aussi des travaux de manière plus conséquente. Je vous remercie. Effectivement, dernière question. Silver Tower, la Bling Bling. On a lu dans la presse ces derniers jours que des propositions sont actuellement à l'étude au sein de l'administration bruxelloise pour placer de grands panneaux lumineux en voirie qui viendraient soit afficher de l'information, soit offrir de l'animation, est-il dit dans ce qu'on a pu lire, au niveau du sol de la Silver Tower. Or, ces panneaux n'avaient jamais figuré dans aucune des documentations qu'il nous avait été donné de consulter.
Et on sait que dans plusieurs autres projets, on pense par exemple à la tour Place de Brouquer où il y a un panneau publicitaire, je ne pense pas à celui historique d'une marque de soda, mais à l'autre qui a été placé en face et qui produit quand même un fort désagrément lumineux. Je pense aussi au centre commercial Dox où là, les acteurs de la sécurité routière comme VIAS ont indiqué que justement ces grands panneaux LED étaient une menace pour la sécurité routière en provoquant de la distraction pour les conducteurs. Donc face à l'annonce maintenant de panneaux LED qui viendraient s'ajouter, je me demande si la commune a été consultée, si ça fait partie des permis et d'éléments que j'aurais pu manquer par ailleurs, ou si, et si ce n'est pas le cas, est-ce que la commune est prête à accepter de tels panneaux lumineux, sachant que le problème de la pollution lumineuse a déjà été abordé au sein de ce conseil. Oui, mais surtout s'agissant de locataires comme vous et d'autres qui habitent tout autour, il faudra avoir un minimum de prudence. Et puis après, il y a la question de la communication. Qu'est-ce que l'on va communiquer, si c'est utile, si c'est pour la population, si c'est de la publicité. Donc, nous n'avons pas été associés à aucune démarche. Et je dois dire que je déplore aussi une chose qui nous a été confirmée, je crois qu'on avait eu une discussion ici. Une chose qui est confirmée, c'est que le building ne va pas accueillir la population. Et ça, je trouve vraiment regrettable que les usagers bruxellois qui vont aller à l'administration régionale ne vont pas aller dans le building. Je trouve ça vraiment dommage. Et je trouve que le lien entre la population bruxelloise et l'administration ne peut exister que si on est accueilli au même endroit. Donc actuellement, nous sommes dans une discussion, comme ça je la partage aussi, où la région voulait acquérir, en tout cas, des surfaces commerciales qui sont sous le pont, soit passage Charles-Roger, soit en face de l'ancien hôtel. Et nous, on trouve dommage qu'il n'est pas directement dans le building. Et donc, nous continuons à plaider avec l'administration qui participe à la réunion du contrat régional, mais aussi dans des réunions, pour que, tant au niveau du passage Charles-Roger qu'au niveau des surfaces commerciales rue Brabant, il y ait une animation sociale le soir avec de l'Eureka aussi, pour qu'il y ait des terrasses, qu'il y ait de la convivialité, que les habitants, les usagers puissent aussi profiter en sortant des bureaux, en rentrant chez eux. Parce que sinon, ce dont nous avons peur, c'est que des gens viennent stagner là-bas avec de l'alcool et tout le temps faire intervenir la police. Ce n'est pas le meilleur des choix que nous pouvons avoir. Donc c'est un enjeu extrêmement important qu'on essaye d'expliquer à la région. Et lors de la dernière réunion, pour la première fois, on a eu une écoute très favorable. Ils ont, je pense, commencé à intégrer le message. C'est vraiment important qu'après les heures de travail, ce quartier-là ne soit pas un quartier comme ça où on part et il ne se passe plus rien. Imaginez, on a eu tout à l'heure la discussion sur le genre. Mettez-vous à la place d'une jeune femme qui veut rentrer chez elle ou sortir du bureau et passer sous le pont. Écoutez, il faut que ces endroits-là soient aussi investis par les autorités publiques et je crois que la commune, dans son rôle d'assemblée, doit jouer un rôle. C'est ce que nous voulons faire avec la région. Je vous remercie. Merci, Madame Wagner, sur le carrefour Artichaut. Oui, donc le carrefour Artichaut Pacification qui fait l'objet de travaux pour la future place Guy Cudel est dans un état que j'ai déjà évoqué le mois passé, mais dans un état de délabrement impossible. Donc au niveau des déchets, c'est atroce. Il y a des rats qui sont dans ce carrefour. Donc, quand je suis encore passée hier, vous aviez un divan éventré qui traînait depuis déjà plusieurs jours. Vous avez des monceaux de poubelles toutes les semaines à ce carrefour. Et hier, j'ai dû malheureusement adopter un cactus qui avait été abandonné là-bas dans le froid et qui donc est chez moi. Si le propriétaire l'a oublié et veut le récupérer, je peux lui fournir. Et donc voilà, c'est pour la petite touche un peu d'humour, un peu de dépit, pour vous dire que ce carrefour est vraiment un problème de santé publique maintenant, quand vous voyez les rongeurs qui se baladent là-bas et qui ont une taille assez respectable. J'avais posé la question la fois dernière aussi de la fin des travaux, de pourquoi ces travaux qui étaient prévus pour 80 jours, calendrier ou 80 jours ouvrables, et commencer, si mes souvenirs sont bons, en mai, n'était toujours pas terminé alors que nous sommes au mois de février. Il m'avait été dit à l'époque qu'on ne savait pas qu'on allait se renseigner et vous répondre par écrit. J'attends toujours. Et donc, je souhaiterais maintenant attirer vraiment votre attention sur cette problématique des multiples chantiers qui ont lieu dans la commune, mais en particulier de celui-là, qui est vraiment catastrophique en termes d'hygiène. Mais vous avez dit malheureusement, vous avez adopté ce cactus, vous avez bien fait, je pense.
c'est positif dans chaque chose. Il s'appelle Phébus. Il s'appelle comment? Ah oui, Phébus le café. Voilà, donc, je disais, dans chaque chose qui sont moins agréables, ce président, il arrive parfois des choses positives. Et donc, pourquoi malheureusement, c'est la même chose que l'histoire. Tout le monde adore les cactus, c'est Phébus, c'est ça. Phébus, les cactus. Donc, on va demander au service d'intervenir en urgence, parce que la situation que vous décrivez est évidemment très désagréable, des rats et j'imagine des déchets qui mangent régulièrement. On va demander au service de passer plus régulièrement. Et je m'engage à vous répondre par écrit sur le calendrier des travaux. Nous l'avons parlé, c'est fait. Donc, on va le faire le plus vite possible. Merci, monsieur Bassambi, sur cette tempête qui porte un drôle de nom et qui n'a pas oublié Saint-Josse. Malheureusement, le maître, d'après les techniques, on n'entend pas bien. Un micro, afficher le parlement. Voilà. Merci. Comment ça m'est Je vais appeler l'église au milieu du village, comme on dit. Monsieur le bourgmestre, la presse de ce lundi s'est fait l'écho des dégâts provoqués par la tempête Chiara à Bruxelles. On a pu constater malheureusement des abribus brisés, des arbres arrachés et des toitures endommagées. À Saint-Josse, malheureusement, nous n'avons pas été épargnés, mais on a pu constater à travers les réseaux sociaux des images, des barrières navales sont posées sur la nouvelle gastronomie pour commencer la circulation. On a pu aussi voir au niveau du jardin, dans le boulevard botanique, des vitres brisées d'abribus, ainsi que des objets éparpillés sur toute la voie publique. Mes questions seront simples. Pouvez-vous nous donner un aperçu détaillé de la gestion des événements par vos services communaux, ainsi que les initiatives qui ont été prises pour faire face à cette situation? Voilà, je vous remercie. Voilà, merci monsieur Bassambi. C'est vrai que c'était une situation pénible à gérer parce que nous ne connaissions pas évidemment l'envergure de la tempête. Elle a été moins grave que ce qui avait été annoncé, c'est bien, mais malgré tout, elle a fait d'énormes dégâts. Il faut remercier les services de police, les services de prévention et les services de voirie, je pense à ceux de la propreté, qui ont été en alerte toute la journée jusqu'à très tard le soir. Parmi les dégâts qu'ils ont eu à faire face, avec les pompiers, cette fois-là, c'était l'écroulement d'une cheminée du côté de la chaussée de Louvain, présence de la police, du service de prévention, et puis ils ont dû évidemment déblayer tout le gravat, les briques qui étaient tombées. De la même manière, voilà, il y a des chantiers qui étaient en cours, je pense ceux de bateaux, où les toilettes des ouvriers ont commencé à je dirais, être emmenés par le vent sur la voie publique. On a vu des cartons un peu partout, et à chaque fois, on a pu compter sur notre service de voirie et avec les gardiens de la paix. Ils ont fait vraiment un travail important, et je vous remercie pour cette question, parce qu'on ne se rend pas compte que quand il y a de la tempête, il y a aussi des gens qui sont sur le terrain, et je crois qu'ils méritent tout notre respect, les pompiers, les services de police et les agents communaux. Ils ont vraiment fait un travail remarquable. Je pense que le nom de l'ensemble du Conseil, on doit vraiment les remercier. Merci, monsieur Roussine. Vous souhaitiez sur ce point intervenir? Monsieur Bassambi d'abord, ensuite monsieur Bouquet, monsieur le maire, sur ce même point. Juste pour vous dire que vos réponses m'ont mis du coup au cœur et je pense que ça va rassurer la population. Moi, à ce sujet, les populations. L'année passée, mais aussi en 2018, sur la plateforme fédérale. Et nous étions la dernière commune bruxelloise à faire partie de cette plateforme d'alerte. Donc, je rappelle que c'est un système qui permet aux autorités fédérales, mais aussi communales, d'avertir les citoyens quand il y a un problème, un incendie, mais aussi une tempête. Donc,
Et donc, je constate qu'on n'a toujours pas adhéré à ce système d'alerte. Quand est-ce que ces choses pourront enfin adhérer à vie avec us? Merci. On va grouper toutes les questions, c'est ici. Oui, Monsieur le Bourgmestre, vous vous souviendrez peut-être qu'il y a déjà quelques mois, j'avais évoqué à l'occasion d'une précédente tempête le fait que du matériel issu des chantiers de construction pouvait parfois voler jusque dans les jardins de la maison communale. Ici, avec Sierra, j'ai notamment retrouvé du matériel issu de la Silver Tower sur le toit de mon immeuble. Bon, rien de grave, je vous rassure, et nous sommes en contact avec l'organisateur du chantier pour assurer le suivi de cet incident. Mais ma question c'est, est-ce que la commune ne pourrait pas veiller peut-être par simplement le fait de visiter les chantiers à l'annonce d'une tempête, à ce que les chantiers prennent des mesures de sécurisation et sensibiliser, parce que c'est effectivement un danger pour le public, ces éléments qui volent. Merci. Je pense que c'est une excellente suggestion. J'imagine que nos techniciens font le travail, mais c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on vient d'avoir, on a été très étonnés de ce qui s'est passé à Mabou. Et le dimanche, il n'y a personne qui vient, évidemment. Donc, si la commune n'était pas intervenue, on aurait eu peut-être d'autres dégâts, des accidents de circulation, etc. Mais on doit faire ce travail, vous avez raison, on doit redoubler de vigilance. Et lors des tempêtes, pas simplement fermer nos jardins, nos squares, annuler les matchs, les sorties, les excursions. Il faut aussi qu'on fasse un travail par rapport au chantier. Oui, oui, effectivement. On va y travailler. Alors, sur Bialette, je n'ai pas les informations sur lesquelles je vais me renseigner sur l'état d'avancement du dossier. Normalement, nous avions bien avancé. Par contre, ce que je voudrais dire, c'est que la coordination de nos services de sécurité a été optimale lors du feu qui s'est déclenché sur le toit de l'école flamande. Donc, le service de prévention avec les gardiens de la paix, avec le voisin qui a commencé à sentir la fumée, après 4 minutes, les pompiers sont arrivés. La police était déjà présente avec le service de prévention pour fermer la famille. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a quand même des gars sur le terrain qui font un travail incroyable. Et nous devons vraiment en être fiers. Parce que 4 minutes pour arriver à l'école, si on avait pris un quart d'heure, c'est ce que les pompiers m'ont dit, une partie de l'école était partie en feu. Et après, c'est les dégâts, évidemment, trouver des places, etc. Mais je dis par là que c'est vrai que le Bialette, on doit y aller, on doit le faire, mais il n'y a rien de tel que d'avoir des gens sur le terrain, des gardiens de la paix, des policiers qui vont sur le terrain, des pompiers qui arrivent à l'heure. Et pour les pompiers, je voudrais vraiment ici le dire, 4 minutes pour arriver, pour éteindre le feu, c'est quelque chose d'exceptionnel. Il faut les féliciter, c'est ce que la commune a fait. Merci, monsieur Loussi. Vous avez la parole. Je suis convaincu que vous allez également me mettre du baume au cœur. Donc, de manière anticipative. Hier, nous étions plusieurs membres du groupe Écolo à cette rencontre organisée à l'école d'Elclé. Nous avons écouté patiemment. Certains conseillers ont voulu poser des questions. Vous les avez rappelés à l'ordre. Hein? Et donc, aujourd'hui, je vous pose la question, puisque c'est le bon lieu. On sait de qui je parle. Donc voilà. Et donc, il y a eu plusieurs questions sur la place Howard. Et donc, la place Howard a fait le sujet de questionnement. Et c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque dans le passé, je vous avais déjà interpellé sur la difficulté du passage de la population en raison d'une terrasse, qui d'ailleurs a été malheureusement balayée par Chiara. Bon, voilà, il n'y a pas eu que des... Enfin, je ne sais pas si vous avez vu la place, mais voilà, la moitié de la terrasse était sur l'ensemble de la place. Et la préoccupation de ces dames, puisque c'était des dames surtout qui intervenaient, c'était l'absence de passage pour pouvoir passer près du café. Et ce qu'elle disait, c'est qu'il y avait une terrasse et que cette terrasse, malheureusement, occupait une partie du passage. Et elle ne disait pas qu'il fallait supprimer la terrasse, elle disait simplement qu'il fallait la limiter. Il y a eu l'intervention d'un policier, assez comique, il faut le dire, qui a souligné que cette terrasse était illégale, mais pas illégale, mais voilà, c'était pas très clair. On est tous d'accord pour dire que cette terrasse ne respecte pas tout à fait la légalité.
hier, il y a eu ces personnes qui sont intervenues, et donc je souhaiterais savoir de manière concrète, pour rencontrer leur légitime demande, quelles sont les mesures qui seront prises pour rendre la juste place pour les piétons qui souhaitent traverser la rue. Je vous remercie. Merci, monsieur. Et c'est vrai qu'on a laissé la place aux habitants exprimer leur point de vue. Et c'est vrai qu'ici, au Conseil, vous avez le privilège d'interpeller. Et c'est important qu'on puisse avoir le débat entre nous. En fait, je crois qu'il y a eu une confusion, à un moment donné dans la discussion, entre deux terrasses. Celle d'un café avec un petit trottoir, celle d'une terrasse sur la place. En fait, les premières interpellaient sur le fait que les hommes se mettaient parfois debout devant l'établissement et obstruaient le passage. Et puis, dans un deuxième temps, on est passé sur l'autre terrasse où on est revenu, on a dit qu'effectivement, le passage était aussi limité à cet endroit. Ceci étant, même si ce sont des établissements différents et les configurations sont différentes, il y a une chose qui doit être faite par le travail, je dirais, de terrain avec le service de prévention et aussi nous tous, c'est vraiment de convaincre la gente masculine d'avoir une attitude et un comportement qui, je dirais, permet le passage. Alors, c'est vrai que nous avons une autre citoyenne qui a pris la parole et qui a dit très clairement qu'elle n'avait aucun problème quand elle allait sur cette terrasse, qu'elle buvait du café, du thé, qu'elle se sentait bien, et qu'elle ne s'était jamais sentie comment quelqu'un avait dit qu'elle se dévorait. Elle a dit qu'elle ne s'était jamais sentie dévorer. Bon, voilà. Ceci étant, un ressenti différent d'une personne à l'autre. Par contre, avoir des établissements, devant des établissements, des hommes stagnent, ou sont là, occupés à stationner, nous devons nous parler. Nous devons, par le dialogue, expliquer aux jeunes hommes, aux hommes de manière générale, que voilà, on peut avoir peut-être 5 minutes pour fumer une cigarette, à un moment donné, il faut prendre sa place et laisser le passage. Et donc ce travail est un travail, je pense, d'abord de prévention, un travail vraiment de dialogue qu'il faut instaurer avec chacun. C'est pas simple. Vous savez, par la répression, on pense qu'on va régler tous les problèmes. Je n'y crois pas. Je pense qu'on pourrait supprimer les terrasses, les gens seraient dans la rue encore plus. Il faut, je pense, manier le dialogue et la prévention. Par contre, dans le respect d'un certain nombre de règles de passage, je pense notamment sur le passage, c'est normal qu'il doit y avoir, je dirais, quelque chose de raisonnable qui permette à tout le monde de pouvoir passer. Donc la commune, évidemment, rappellera les règles à chacun. Donc, juste pour clarifier, sur la place Howard, comme ça on ne se trompe pas d'espace, c'est vraiment, je vous le dis très clairement, si je vous avais interpellé dans le passé sur le sujet, c'est que de nombreuses personnes me disaient, voilà, quand je suis sur la place Howard et que je veux aller vers la rue Traversière ou la place Bossuet, quand je veux aller vers la place Bossuet, je fais le tour parce que je ne sais pas passer. Et donc, moi je dis simplement, il y a sur la place Howard, et je pense que lorsqu'on écoutait les personnes hier, les dames, aucune n'a remis en question le fait qu'il y ait des terrasses. Aucune. D'ailleurs, lorsque le policier a dit « oui, il y a des regards bizarres », la dame a dit « non, non, moi, je n'ai pas de souci, ce n'est pas des regards bizarres ou quoi que ce soit. Moi, c'est simplement ce que je demande, c'est un passage suffisamment large lorsque je vais à la laverie avec mon caddie, puisqu'il y a une laverie, et que je puisse passer. Et donc, simplement garantir que la terrasse qui se trouve sur la place Howard ne mette pas des chaises en plus, qui fait qu'on n'a même plus 1,20 m, voilà. La place est suffisamment grande pour pouvoir mettre suffisamment de terrasses. Vous avez d'ailleurs installé de super manches debout. Voilà, et je trouve qu'on n'en profite pas assez. Je voulais le signaler, c'était quand même une des grandes œuvres de la législature précédente. Donc voilà. Et donc, moi, je me disais, en pensant à cette tâche, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qu'on m'a marqué? Les manches debout. Merci, monsieur le bourgmestre, de donner suite aux demandes citoyennes. Et donc, si je vois que l'espace a été agrandi et qu'il n'y a plus de chaises, je me dirais, OK, le bourgmestre entend les citoyens et je continuerai à aller à ces rencontres. Voilà. Je vous remercie, monsieur le bourgmestre. Il y a des chaises. Merci. Voilà la séance publique.